bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce troisième podcast Dr. Kin. Donc, bien content de voir qu'il y a du monde qui sont présents. Le podcast est diffusé en direct sur Facebook, ma chaîne YouTube, Periscope, et puis aussi ça va être en rediffusion en format audio sur Apple, Spotify, Google Play et compagnie. Donc, ça sera ça. Donc, s'il y en a qui manquent des bouts qui vont partir avant, ça va être entièrement enregistré. Puis, je vais probablement mettre une section sur mon site avec l'ensemble de l'audio et vidéo. Là. Donc, en plus des podcasts, on va avoir aussi la vidéo parce que parfois, je vais ajouter un petit peu de visuel pour agrémenter les explications. Alors, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions via le chat. Et je vais tâcher d'y répondre le plus possible en gardant le fil directeur. Le fil directeur de ce soir, c'est la périodisation et l'hypertrophie musculaire. Donc, le gain de masse musculaire en lien avec comment on joue avec nos variables d'entraînement pour stimuler ça. Et je l'avais déjà mentionné par le passé, je suis en train de travailler à structurer, mettre en place une formation en ligne sur l'hypertrophie musculaire, vraiment revisiter là, de A à Z l'hypertrophie. Qu'est-ce que l'hypertrophie? Parce que bon, pour plusieurs, c'est super simple, c'est du gain de masse musculaire. En réalité, on réalise que l'hypertrophie, c'est beaucoup plus complexe que ça et on n'est même pas certain exactement de qu'est-ce que ça représente. Alors, c'est assez particulier, là. Donc il y aurait différents types d'hypertrophie, plusieurs voies pour stimuler l'hypertrophie, déclencher l'hypertrophie et les différents types d'hypertrophie. Donc, c'est assez complexe. Alors, s'il y a jamais quelqu'un qui dit « Moi, j'ai la certitude de savoir comment ça fonctionne l'hypertrophie, puis c'est quoi? » Eh bien, sachez que c'est quelqu'un qui est en avance sur les outils de mesure qu'on a actuellement pour déterminer l'hypertrophie. Donc, c'est peu probable qu'on puisse affirmer avec certitude qu'on sait exactement ce qui fonctionne pour l'hypertrophie. On peut avoir une idée de ce qui va agir sur l'ensemble de la masse musculaire, donc l'augmentation de la masse musculaire comme telle, mais c'est plus subtil que ça, l'hypertrophie. Alors, donc, ce soir, on va parler vraiment comment on va jouer avec les différentes variables d'entraînement, comment on va modifier un programme d'entraînement et voir est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'hypertrophie, au niveau du gain de masse musculaire. La périodisation comme telle, c'est un terme qui, ça fait des années que ça existe. Là. Les premiers modèles de périodisation, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 40. C'est vraiment l'agencement et l'évolution des paramètres de surcharge qu'on applique à l'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a des paramètres de surcharge qui sont majeurs, principaux. On a le volume, donc qui est la quantité totale d'entraînement qu'on va faire. On a l'intensité, qui est la quantité de travail par unité de temps qu'on va réaliser. En musculation, c'est le poids qu'on a à chaque répétition, si on veut. C'est un des meilleurs indicateurs de l'intensité. On va avoir aussi la densité, un peu plus complexe. C'est un petit peu plus difficile. C'est moins quand je l'enseigne à l'université, quand je parle de volume, d'intensité, ça va. Quand je parle de densité, les gens sourcillent un petit peu. La densité, c'est tout simplement la relation entre le temps d'effort et le temps de repos. Donc, ça peut être à l'intérieur d'une séance. Je fais une série, je me repose, je refais une série. Donc là, il y a une relation temps d'effort, temps de repos. Et ça peut être d'une séance d'entraînement à l'autre. On va parler habituellement de, comment on va dire, on va parler de densité plus souvent sous forme de fréquence. Donc, à ce moment-là, la fréquence, c'est une fraction de la densité. Donc, ce n'est pas exactement l'ensemble du portrait. Là. Donc, quand je vais parler de densité aujourd'hui, ça va être d'abord et avant tout de la densité à l'intérieur d'une séance, donc vraiment du nombre de séries avec les temps de repos. Puis, éventuellement, on va parler de la fréquence aussi, peut-être des entraînements, comment ça peut jouer sur les différents modèles d'entraînement en hypertrophie. Donc, ça, c'est le volume, l'intensité et la densité, c'est nos trois principales variables d'entraînement.
Ensuite de ça, on a des variables secondaires, des paramètres de surcharge secondaires. On en inclut deux principaux, soit la variété et la complexité. La variété, ça va être le type de contraction musculaire, le type d'équipement, l'amplitude, le type de résistance. Donc, toutes ces choses-là, si je fais un exercice sur un appareil de musculation, donc un développé des membres inférieurs, un leg press, ou sur un squat, la différence, c'est pas nécessairement au niveau du volume, de l'intensité ou de la densité, mais ça va être au niveau, par exemple, de la variabilité, donc la différence un peu dans le type de contraction, le type de mouvement. Puis, ça va faire une différence au niveau de la complexité. La complexité en musculation, on peut résumer ça à le nombre d'articulations qui est impliqué dans le mouvement. Plus il y a un grand nombre d'articulations qui vont être impliquées, plus on peut considérer que le mouvement est complexe. Donc, c'est une définition sommaire, c'est pas parfait, mais ça nous donne une idée quand même de la complexité. Donc, les principales variables ou paramètres de surcharge qui vont avoir une influence notable au niveau de l'hypertrophie musculaire, c'est bien évidemment le volume, l'intensité, puis la densité. C'est ces trois éléments-là sur lesquels on va jouer, donc le nombre de séries, le nombre de répétitions, puis le nombre de RM, donc les répétitions maximales. Donc tout ça, ça va nous permettre d'orienter quelque chose qui va éventuellement générer un gain de masse musculaire. Sauf que c'est vraiment complexe à organiser tout ça. Il y a des gens qui disent « Ah, la périodisation, moi, je ne crois pas à ça, j'en fais pas. » Bien, tout le monde périodise. N'importe qui va faire un programme d'entraînement est soumis à une forme ou une autre de périodisation. Ça se peut qu'il ne soit pas au courant de cette forme de périodisation-là. Si moi, je fais n'importe quoi, cette semaine, je vais faire 4 séries, la semaine prochaine, je vais faire 8 séries, la semaine suivante, je vais faire du 6 RM, après ça, je vais en faire du 12, je fais du n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi-là se trouve à être une forme de périodisation qui n'est pas nécessairement réfléchie ou ordonnée. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dès qu'on fait plus qu'une séance d'entraînement, on se trouve à périodiser. Donc, on n'a pas le choix. Fait aussi bien s'intéresser peut-être un petit peu à certaines grandes lignes de la périodisation pour avoir une meilleure idée où s'en aller puis comment structurer la progression de son entraînement. L'autre chose, c'est quand c'est vraiment complexe la périodisation, comme c'est beaucoup de variables, ce qui rend ça super difficile, c'est que toutes les variables vont être interreliées. Et comme elles sont interreliées, bien, une va influencer l'autre. Donc, si je joue uniquement sur le volume, ça va avoir un impact potentiel sur l'intensité puis sur la densité. Donc, dans la littérature scientifique, quand on va faire des études sur l'hypertrophie, des modèles de périodisation, c'est des modèles assez simples de périodisation. Il y a beaucoup de gens du terrain qui vont critiquer ça, qui vont dire, ben oui, mais c'est bien trop simple comme modèle de périodisation, on devrait utiliser quelque chose de plus complexe. Lorsqu'on va complexifier ce qu'on observe, eh bien, il peut y avoir plusieurs facteurs confondants qui vont venir influencer les résultats. Donc, le pourquoi on utilise des modèles de périodisation relativement simples pour les étudier, c'est parce qu'on veut isoler le plus possible les variables puis leur effet. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est pas parce que c'est des gens qui sont systématiquement déconnectés des méthodes d'entraînement qui se font sur le terrain. C'est parce que si on utilise trop de méthodes d'entraînement ou des modèles trop complexes, bien, on va arriver à la fin sans vraiment savoir qu'est-ce qui a fait quoi. Donc, on n'est pas plus avancé. On a entraîné des gens, on a dépensé beaucoup de sous, on a pris du temps, des ressources, puis on n'est pas capable de tirer des conclusions. Donc, les principaux modèles de périodisation qui vont être observés, on a un modèle qui est classique, qui est une progression qui est dite linéaire, une périodisation linéaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une périodisation qui date probablement des années 60. C'est un modèle où on va commencer à mettre l'emphase sur le volume. Donc, on va faire une plus grande quantité de séries, de répétitions ou encore plus de séries par exercice, plus d'exercices, peu importe. On va aller chercher un grand volume, une grande quantité de séries, de répétitions initialement, à des intensités qui ne sont pas trop élevées. Donc, en hypertrophie, ça va tourner aux alentours du 12, 15, il y a même certaines études qui vont aller vers du 18 et du 20 RM. Donc, on a un volume important, une intensité qui est relativement faible. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc ça, c'est quelque chose, une erreur qui est souvent commise. On va dire, ah ben là, l'intensité n'est pas élevée, donc ça va être facile. Mais le volume aussi va avoir son lot de ressources et de demandes, d'exigences pour l'organisme. Donc, on va voir tantôt quand on va parler de sollicitation, ça va être quelque chose qui va être un peu plus important à considérer.
Alors, le modèle classique, le modèle linéaire, on commence avec un volume élevé. Plus on avance dans le temps au fil des semaines, plus on va avoir tendance à réduire ce volume-là, principalement par une réduction du nombre de répétitions par série, ce qui va faire en sorte qu'on va augmenter l'intensité. Alors, c'est vraiment très linéaire, on diminue le volume, on augmente l'intensité jusqu'à un point culminant. Donc ça, c'est un modèle classique de périodisation linéaire pour stimuler l'hypertrophie. Puis oui, effectivement, ces modèles-là vont générer des gains en masse musculaire sur des périodes allant de 12 à 52 semaines. Le modèle un peu plus récent, qui a été un peu plus encensé, si on veut, c'est la périodisation ondulatoire. La périodisation ondulatoire ou par vague, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cycler sur des périodes plus courtes les fluctuations de volume et d'intensité. Donc, on peut commencer avec un volume élevé, une intensité faible, mais rapidement, on va diminuer le volume, augmenter l'intensité. Après ça, on peut revenir avec une diminution d'intensité et une augmentation du volume. Donc, on peut vraiment enchaîner les choses, faire fluctuer les paramètres d'intensité puis de volume. Accessoirement, on parle rarement dans la littérature de la densité. Donc, les repos, la durée des séries comme telles, c'est quelque chose qui est rarement comptabilisé. C'est présenté dans les études, mais il n'y a pas tant d'études que ça qui se sont intéressées à l'effet de la périodisation sur la densité. Donc, il y a des études qui ont regardé l'effet du temps de repos sur l'hypertrophie, mais pas l'effet du changement ou de l'alternance ou des fluctuations du temps de repos qu'on peut avoir entre nos séries et la relation avec le gain de masse musculaire. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu personne, parce que c'est quand même du stock assez théorique, mais qui est vraiment ancré dans la pratique. C'est vraiment quelque chose qui est du concret, qui est du solide, parce que c'est vraiment le nombre de séries, le nombre de répétitions, la charge que vous mettez, puis combien de temps de repos vous prenez. Donc, à la base, c'est ça, la périodisation. Ce qu'on remarque, au niveau des deux modèles de périodisation, donc un modèle linéaire ou un modèle ondulatoire, donc c'est assez différent là, comme modèle en termes de paramètres de surcharge et leur évolution. Ce qu'on remarque, c'est que moins la personne est entraînée, moins c'est important. Donc, peu importe le modèle, que ce soit linéaire, classique, ondulatoire, puis je vais même m'avancer en disant, vraiment peu importe le modèle qu'on va faire, que ce soit des affaires hyper flyées, hyper complexes, ça ne change pas grand-chose lorsque c'est quelqu'un qui n'a pas un gros bagage en entraînement. Les adaptations sont très similaires. Il y a peut-être un petit avantage au niveau des gains en force lorsqu'on va avoir un modèle de périodisation versus pas de périodisation du tout. Donc, je fais toujours la même chose pendant 12 semaines. Je ne me suis jamais entraîné. Je vais avoir des gains en force, je vais avoir des gains en masse musculaire. Sauf que je vais en avoir probablement un peu moins, définitivement au niveau de la force, que si j'avais utilisé un modèle de périodisation linéaire ou ondulatoire. Donc, le fait d'organiser de façon intelligente et séquencée les séances d'entraînement, ça peut permettre d'avoir un peu plus de gains que de faire un travail désorganisé ou constant. Sauf que entre les différents modèles de périodisation, il semble y avoir très peu d'effets. On parle de quelques pourcents de différence au niveau des gains dans l'ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se démarquer et encore qui va justifier l'utilisation d'une méthode plus qu'une autre. Donc ça, à la base, ça renforce la nécessité de bien cibler, de bien catégoriser la personne, l'individu. C'est quoi son bagage, c'est quoi son expérience en termes de travail musculo-squelettique. Comment la personne va s'entraîner, est-ce qu'elle a un travail physique? Donc si la personne ne s'entraîne pas, ben, elle a un travail où elle va déplacer des charges de 50 kg régulièrement à chaque heure, ben, c'est un stress musculo-squelettique. Donc c'est un bagage d'entraînement si on veut, même si ça n'a pas l'étiquette d'un entraînement. Alors là, lorsqu'on a quelqu'un qui a peu d'expérience, moi je dis toujours, pour un entraîneur, c'est super facile, quelqu'un qui commence, parce que tu signes ton contrat au centre sportif, puis tu viens déjà de progresser, tu viens déjà de gagner de la force, améliorer ton cardio, puis gagner de la masse musculaire. J'exagère à peine, là, mais quelqu'un qui commence, c'est pas difficile, qu'il fasse à peu près n'importe quoi, il va progresser. Donc c'est pas là que ça se complique, c'est pas là le challenge. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont malheureusement fait leur carrière là-dessus sur des 3 mois. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens qui ne se sont jamais entraînés, ils entraînent 3 mois avec la méthode XYZ, puis ils disent voici ma méthode à donner des gains fulgurants.
Ben, c'est plus parce que la personne a poussé fort pendant 3 mois, peu importe ce qu'elle a fait, et c'est ça qui a permis d'avoir des gains. Alors, il faut faire attention. C'est habituellement plus vers justement cette période de 3 mois, 4 mois, 5 mois-là que ça se corse. C'est là qu'on se rend compte qu'un modèle désorganisé ou un modèle constant va commencer à donner beaucoup moins de résultats. Donc, si je fais toujours la même chose, et je vais préciser c'est quoi toujours la même chose, mais si je fais toujours la même chose, après environ 12 semaines, ça va avoir une grosse diminution d'efficacité. Donc, pour les efforts que je vais mettre, je vais avoir une diminution drastique des résultats que je vais pouvoir obtenir. Donc, c'est là que la périodisation peut venir à stimuler ou à rentabiliser ces efforts-là pour permettre de continuer à progresser. Quand je parle de toujours faire la même chose, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben oui, mais là c'est ça, moi je change mon programme au mois. » OK, mais il faut faire attention, il faut bien définir c'est quoi changer un programme. Il y a beaucoup de gens qui vont changer un programme, puis quand on regarde ce qui a changé, c'est les exercices qui sont différents. Donc, si je fais 4 séries de 12 sur un développé des membres inférieurs, un leg press, et dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je change mon programme, puis je fais 4 séries de 12 sur le squat, mon volume, mon intensité, ma densité, ils n'ont pas nécessairement changé. La variété, la variabilité ou la variété, elle va être différente, la complexité va être légèrement différente, mais on se souviendra que c'est des variables qui sont secondaires dans les gains en hypertrophie puis même en force musculaire. Donc, je peux changer d'exercice, mais si mes paramètres de surcharge qui comptent, le volume, l'intensité, la densité, ne changent pas suffisamment, je me trouve à faire toujours la même chose. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à concevoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont prendre des programmes sur Internet et ils se ramassent à faire toujours le même programme d'entraînement parce qu'ils ont toujours à peu près le même volume, toujours à peu près la même intensité, toujours à peu près la même densité. Tout ce qui change, c'est l'exercice. Donc, que votre leg press soit rose, bleu ou noir, ça ne change rien. Bien, entre un leg press, un squat, une fente et compagnie, il n'y a pas une énorme différence. Donc, ce n'est pas pareil. Mais vous ne verrez pas quelqu'un sur la rue avec des cuisses immenses en disant « Ah, ça c'est du squat », puis une autre personne à côté avec des cuisses immenses mais différentes va dire « Ah, ça c'est du leg press » ou « Ça c'est des fentes ». C'est pas si marquant que ça, les différences. Donc, c'est plus au niveau de la variété, un peu du travail mécanique, etc., que ça va jouer. Donc, je ne dis pas que c'est pareil, mais je dis qu'en termes de surcharge, la différence n'est pas énorme. Donc, c'est un changement beaucoup plus important de passer de 4 séries de 12 de squat à 6 séries de 12 ou 6 séries de 8 de squat. Ça, c'est un changement majeur au niveau de la sollicitation, de la surcharge de travail versus passer à un autre exercice qui mobilise les mêmes articulations dans les mêmes plans, mêmes axes. Donc ça, c'est un élément qui est assez important à comprendre. Et quand on regarde des gens qui commencent en entraînement, j'ai formé beaucoup d'entraîneurs au cours de ma carrière, des jeunes entraîneurs qui commençaient, puis les évolutions de programme d'entraînement, c'était presque toujours des changements d'exercice. Puis le principal facteur qui limitait leur progression, c'était leur banque d'exercices. Donc, la quantité d'exercices qu'il y avait, le nombre d'images d'exercices qu'il y avait, c'était ça le facteur limitant. Moi, je disais, écoute, tu peux avoir juste un leg press, puis tu peux faire 1 an d'entraînement et toujours varier la sollicitation puis avoir des gains. Ça se peut que la personne soit tannée de faire du leg press. Ça, c'est une autre histoire. Mais en termes de gains métaboliques, physiologiques, on peut vraiment toujours faire des choses différentes sur le même exercice. Alors, quand on parle de plateau, donc après notre 3 mois, 4 mois, c'est là que la périodisation va vraiment, vraiment prendre son importance. Et c'est là qu'il va falloir considérer nos paramètres. Il va falloir vraiment avoir une idée comment je fais évoluer le volume ou l'intensité ou que j'influence la densité. C'est aussi important de prévoir des périodes de régression. Pourquoi c'est important? C'est parce que au niveau de la plasticité du muscle, donc au niveau de la capacité du muscle à s'adapter, après une longue séquence d'entraînement, ce qui va arriver, c'est que vos fibres musculaires vont subir des modifications assez importantes. Il va y avoir des modifications au niveau du métabolisme énergétique, au niveau des capacités de contraction, même au niveau de leur structure. Donc, il va y avoir des adaptations profondes. On va parler d'une migration du phénotype des fibres musculaires. Donc, c'est un gros terme, là, ça fait comme wow. C'est relativement simple. On a des grandes familles de fibres musculaires.
On va avoir des fibres musculaires de type 1 qui vont être des fibres très résistantes à la fatigue, qui généralement ne sont pas en mesure de créer des tensions, donc de créer de la force de façon super importante. C'est quand même fort, mais ce n'est pas les fibres musculaires qui sont les plus fortes. Donc, ces fibres-là, elles sont facilement activées. Donc, lorsqu'on va faire une contraction musculaire, dans la majorité des contractions musculaires qui sont faites lors des exercices en musculation pour l'hypertrophie, il va y avoir un recrutement de fibres de type 1 parce qu'elles sont facilement recrutables. Ensuite, il y a des fibres de type 2. Donc, c'est l'autre grande famille et cette famille-là va se subdiviser. On va parler de fibres de type 2A et de fibres de type 2X. C'est très sommaire ce que je vous dis. Sachez que les phénotypes, il y en a beaucoup plus que ça. Là. Donc, c'est vraiment un continuum. Ce n'est pas des îlots là, comme tel de fibres. C'est vraiment un long continuum. Et les fibres de type 2A, ça se trouve être un intermédiaire entre la fibre de type 1 et la fibre de type 2X. Donc, c'est des fibres qui sont très polyvalentes. C'est probablement dans les fibres qui sont les plus utiles, qui sont les plus malléables, qui vont s'adapter le plus. Donc, elles peuvent devenir assez résistantes à la fatigue, puis elles peuvent aussi générer quand même beaucoup de tension. Donc, selon ce qu'on va leur demander, elles vont être capables de faire une transition et ressembler un peu plus à des types 1 ou ressembler un peu plus à des 2X. Donc, elles sont très polyvalentes. Donc, plus on va s'entraîner en musculation, par exemple, plus on va avoir tendance à augmenter la quantité de ces fibres de type 2A-là. Cette augmentation-là va se faire principalement au détriment des fibres de type 2X. Ces fibres-là, c'est des fibres qui ne sont pas du tout résistantes à la fatigue ou très peu, très puissantes, mais sont difficilement recrutables. Et c'est comme un peu un bassin de réserve, ces fibres-là. Lorsqu'on va, par exemple, immobiliser un membre, lorsqu'on va plâtrer quelqu'un puis qu'il y a une immobilisation, on va observer une atrophie du muscle et aussi on va observer une grande migration des fibres de type 2A vers des 2X. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut apercevoir comme une régression. On devrait plutôt appeler ça un remodelage des fibres musculaires. Et lorsqu'on va recommencer à mobiliser le segment, les muscles vont recommencer à travailler en surcharge, eh bien, on va remarquer qu'il y a une migration des 2X vers des 2A. Pourquoi parler de ça? Parce que c'est important en termes d'hypertrophie. Lorsqu'on va atteindre des plateaux, il devient important de chercher à avoir des périodes de transition. Donc, une période où il va y avoir un allègement du travail musculaire assez important, où on devrait observer fort probablement une certaine régression au niveau des capacités physiques. Donc, une légère diminution de la force, une diminution de l'endurance musculaire locale. Donc, on est moins en forme côté musculo-squelettique. Pourquoi on fait ça? Ça va favoriser un remodelage du muscle. Donc, ça va comme donner un second souffle au muscle pour s'adapter. Avec un entraînement, lorsqu'on atteint un plateau, c'est un peu le muscle qui dit « Moi, là, pour ce que tu me demandes, voici le mieux que je peux te donner. » Alors là, on va faire juste un petit pas en arrière, on va te faire régresser un petit peu, on va te remodeler et on va recommencer à travailler pour essayer de prendre une nouvelle direction puis générer encore plus d'hypertrophie. Donc, de planifier vraiment des périodes, je dirais presque de cessation d'exercice, ça peut être super intéressant lorsqu'on va parler d'hypertrophie musculaire. Donc, de s'entraîner fort à tous les mois, semaine après semaine, sans arrêt, on force l'adaptation du muscle à prendre une certaine tangente et c'est très difficile de corriger le tir et on va maximiser un peu nos gains pour cette tangente-là. Donc, de prendre un léger pas de recul, ça nous permet de réorienter et souvent d'augmenter encore les gains en masse musculaire. On l'observe beaucoup chez les culturistes, entre autres pendant la période, ce qu'on appelle le off-season, donc la période de transition, où est-ce qu'il va y avoir, il y en a plusieurs qui ont des comportements là, vraiment de débandade. C'est de la bouffe à pu finir, de la boisson, puis on ne s'entraîne plus. Puis quand ils reviennent à l'entraînement, c'est extrêmement difficile, mais on remarque qu'ils vont avoir des gains assez rapides. Donc, on a vraiment favorisé un remodelage. Donc ça, c'est assez intéressant à faire. L'important, c'est de bien planifier. Puis, moi, je ne suis pas un partisan d'une cessation complète de l'entraînement. J'aime bien diversifier les atouts. Alors, c'est-à-dire qu'on va prendre une semaine, 2 semaines de transition après un plateau.
Et on n'arrête pas l'entraînement, mais on va changer la nature de la sollicitation de façon super importante. Par exemple, on va faire du travail en mobilité. Flexibilité, mobilité, donc vraiment travailler ça. Donc la personne, elle a des entraînements, elle conserve un certain horaire d'entraînement, mais c'est une qualité physiologique qui est vraiment loin de l'hypertrophie, des tensions mécaniques répétitives, etc. Donc ça peut être intéressant dans les périodes de transition. Ça peut être aussi de pratiquer certains sports. De changer les idées, sortir du gym, aller faire de l'escalade, essayer des nouveaux sports. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour favoriser un meilleur remodelage musculaire. Une fois que le plateau est atteint, une fois qu'on fait une transition, quelle direction on prend? Et là, je pourrais vous lancer n'importe quoi avec assurance, puis vous dire « Ah oui, c'est ça, c'est la meilleure façon ». En réalité, on n'est pas certain. Il y a des tendances, il y a des hypothèses qui sont émises, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui est vraiment vérifié. Donc, il y a beaucoup de l'anecdotique, il y a beaucoup de l'anecdotique de terrain, de dire « Ah oui, tu fais telle stratégie, ça marche super bien ». Puis moi, quand j'entends ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis je pose des questions. Je dis, OK, comment tu as évalué les gains en hypertrophie? Ah, ben à l'œil. Je suis comme, ouf, OK. C'est un peu plus difficile. Donc, on a pris le poids, on a pris quelques mesures anthropométriques. Donc, trop souvent, c'est des mesures qui sont un petit peu brouillons quand il y en a. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, il faut faire attention avec l'anecdotique. Ça peut nous amener dans des mauvaises directions, puis gaspiller de la sueur, puis de l'énergie dans des voies qui nous amènent nulle part. Donc, moi, ce que je propose, c'est plus de regarder, à chercher à périodiser en fonction de deux éléments. La force musculaire, puis la masse musculaire. Plus particulièrement la surface musculaire, mais on va rester avec la masse musculaire. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en relation la force que quelqu'un est capable de déployer en lien avec sa masse musculaire. Plus quelqu'un est fort par kilogramme de muscle, si on veut, plus cette personne-là est capable d'imposer une tension mécanique sur ses fibres importante. Plus la masse musculaire est importante, puis si la force diminue un peu, bien, cette personne-là n'est pas en mesure de stresser mécaniquement soit une quantité adéquate de fibres, soit chaque fibre musculaire. Alors moi, j'appelle ça un peu une certaine forme d'efficacité musculaire. Donc, après une période, un premier plateau, où est-ce que la vie était belle, puis on faisait n'importe quoi, puis on avait des gains, quand la personne commence à déprimer parce qu'on ne progresse plus, puis qu'est-ce qui se passe, puis ça ne marche pas, puis etc., eh bien, à ce moment-là, on regarde, est-ce que cette personne-là, si je prends, par exemple, des exercices typiques, que ce soit du squat, du leg press, du développé couché, traction verticale, traction horizontale, puis je divise ça par sa masse maigre. Ben, est-ce que ça me donne un chiffre élevé ou pas élevé? Puis là, ben, je peux comparer avec d'autres valeurs. Je peux comparer, par exemple, avec des valeurs des personnes plus petites, des personnes que je sais qui sont moins fortes, comparer des hommes avec des femmes, et ainsi de suite. Donc, de faire cet exercice-là, si on veut, avec plusieurs personnes, ça nous permet d'avoir une idée, à un moment donné, de qu'est-ce qui est un bon ratio, qu'est-ce qui est un moins bon ratio. Moi, je le fais avec des tests isométriques. Donc, je vais faire un soulevé de terre isométrique. Je vais faire une flexion des membres supérieurs isométriques. Donc, c'est des tests qui sont à peu près représentatifs de la force des membres inférieurs puis de la force des membres supérieurs. Puis, avec une analyse de la composition corporelle, bien, je vais être en mesure d'exprimer, si on veut, la force en fonction de la masse musculaire. Puis, je me suis amusé à faire ça pendant des années. J'ai peut-être 200-300 mesures pour les hommes, 200-300 mesures pour les femmes. Et ça même plus que ça. Et ça me permet de voir, ben, est-ce que tu es dans les meilleurs que j'ai testés ou est-ce que tu es dans les moins bons? Lorsque je vois que quelqu'un génère énormément de force pour la quantité de muscles qu'il a, ben à ce moment-là, je peux me permettre de viser un entraînement qui va être peut-être plus volumineux, donc plus de séries, plus de répétitions, avec un peu moins d'intensité. Pourquoi? Parce que je sais que chaque répétition qu'il va faire, cette personne-là va mettre une charge importante parce qu'elle a une super bonne force pour la quantité de muscles-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette personne-là, elle a une capacité à recruter ses fibres musculaires qui est très bonne. Elle est capable d'aller chercher un haut pourcentage de son muscle pour faire un effort. Donc, à ce moment-là, ce que je vais chercher à faire, c'est profiter de cette capacité-là et lui demander de faire beaucoup de travail. Donc, tu es bon pour lever lourd, bien, on va lever lourd plus souvent, plus longtemps.
Et ça, d'habitude, c'est assez intéressant. Ça permet de débloquer des plateaux. Puis on observe une tendance vers des gains en masse musculaire sur les semaines qui vont suivre. Inversement, si on a un score qui est faible, si on ne génère pas beaucoup de force pour la quantité de muscles qu'on a, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de bien recruter un grand nombre de fibres pour faire le travail. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant d'orienter les entraînements vers de l'intensité. Donc, chercher à lever la charge la plus lourde par répétition afin de maximiser le recrutement du système nerveux et une meilleure utilisation du muscle. Et une fois qu'on augmente, on améliore notre ratio force-muscle, bien là, on peut commencer à dire, OK, là, on va augmenter le volume. Donc ça, c'est une façon relativement simple d'avoir une idée dans quelle direction partir. On peut complexifier ça, on peut se casser la tête beaucoup plus, ce que je me suis amusé à faire pendant des années, pour réaliser que je ne suis vraiment pas certain que ça vaut la peine de rendre les choses si complexes que ça. Un autre élément qui est vraiment difficile à bien concevoir, c'est que le volume, l'intensité, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la même réponse à un volume et une intensité donnée. 12 RM, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va le vivre de la même façon, c'est pas tout le monde qui va y répondre de la même façon et qui va s'adapter de la même façon. Donc, pour arriver à individualiser beaucoup plus l'approche, on cherche à utiliser ce qu'on appelle la sollicitation. Dans les sports d'endurance, la sollicitation, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. On parle presque plus d'intensité puis de volume, on parle quel est le niveau de la sollicitation de l'entraînement parce qu'on a remarqué que c'est la sollicitation qui génère des adaptations. C'est fort probablement exactement la même chose. Donc la sollicitation, c'est la relation entre nos trois variables principales, le volume, l'intensité et la densité. Donc c'est comment ces variables-là vont jouer sur nos ressources à nous. Lorsqu'on parle d'entraînement aérobie, d'entraînement en endurance, il y a des équations pour prédire ça, il y a beaucoup de littérature quand même là-dessus, on peut calculer des indices de fatigue, de sollicitation, super intéressant. En musculation, il n'y a vraiment, mais vraiment pas grand-chose là-dessus. Il y a quelques modèles qui sont utilisés, souvent qui sont assez complexes, et c'est dur, vraiment difficile à utiliser au quotidien. Ça m'a amené à travailler là-dessus pendant quelques temps, puis de recueillir des données, puis essayer de quantifier ça pour développer un modèle mathématique, pour avoir une idée de qu'est-ce que je peux faire. Donc, pour voir l'impact d'un changement de volume, d'un changement d'intensité ou d'un changement de densité sur la personne. Et je suis arrivé à développer une équation que je vais vous présenter ici. Donc, l'équation est la suivante. Donc, c'est un calcul pour déterminer la sollicitation. On compile le nombre de répétitions qu'on va faire sur un exercice. On va multiplier à ça la perception de l'effort que la personne va ressentir. Donc, l'indice de perception d'effort. J'ai mis une échelle de 1 à 10. 1, c'était ridiculement facile, c'est même pas un échauffement. 10, c'était atroce, c'était hyper difficile, c'était impossible d'en faire plus. Pas, j'ai trouvé ça difficile, je n'aurais pas fait d'autres. Non, c'est pour 100 $, j'en fais même pas une de plus, je m'en vais chez nous. Donc, on multiplie le nombre de répétitions qu'on fait. Par exemple, si je vais faire un exercice de squat, je fais 3 séries de 10 sur mon squat. Donc, combien de répétitions j'ai fait? 3 séries fois 10 répétitions, j'ai fait 30 répétitions. J'ai trouvé ça super difficile, vraiment pénible. Je m'en allais tomber d'un vape, j'ai saigné du nez 2 fois, les yeux me sont descendus dans la bouche. Donc, je vais mettre un 10. Donc, j'ai 3 séries, 10 répétitions, ça me fait 30 répétitions totales. Mon indice de perception de la fatigue, je le mets à 10. 30 fois 10, ça me fait 300. Mes séries, c'était 10 répétitions à 10 RM. Donc, je vais diviser par 10 RM fois mon temps de repos en minutes. Fait que je ne sais pas, mettons, j'ai pris par exemple 2 minutes. Je dis 10 RM, donc je vais faire mon 10 RM fois 2 minutes, ça fait 20. Donc j'irai diviser 300 par 20 et ça va me donner un chiffre. Ce chiffre-là, c'est mon niveau de sollicitation pour cet exercice-là. On peut le faire pour un exercice, on peut le faire pour une séance si on veut. Donc on peut compiler le total de répétitions qu'on a fait pour la séance. On peut faire une moyenne des RM qu'on a utilisés s'il y avait des RM différents. Donc si je n'ai pas toujours fait des séries de 10 répétitions.
Ou parfois j'ai fait des séries de 6, certains exercices, des séries de dos. Vous voyez un peu le principe. Et à ce moment-là, puis on prend les temps de repos moyens, ça nous donne un portrait global, un score, qu'est-ce que ça a représenté pour l'individu, cette séance-là, en termes de mobilisation de ressources. Donc, c'est vraiment un niveau de sollicitation pour une séance de musculation. Et c'est ça qu'on va regarder. On va regarder l'évolution de ça à travers les séances. Donc, si j'ai ce calcul-là pour chacune des séances d'entraînement que je vais faire, bien, lorsque je vais jouer sur le volume, si, par exemple, j'augmente, je dis on va progresser, on va augmenter le volume parce que ta force est super bonne pour la masse musculaire que tu as, donc on va chercher à augmenter le volume, bien, je vais rajouter des séries, ça va me permettre ça va augmenter le nombre de répétitions. Mais si la personne elle trouve ça plus facile, ça se peut que je me ramasse avec le même niveau de sollicitation. Donc là, j'ai augmenté le nombre de séries pour une raison pour l'instant que je ne connais pas. Ça n'a pas l'effet escompté parce que la personne ne trouve pas ça plus difficile. Si tous les autres paramètres, les RM puis le repos est pareil, bien, je vais me trouver à avoir un indice de sollicitation qui va demeurer constant. Et là, il ne faut pas que je m'étonne que ce changement-là, qui n'a pas d'impact sur le niveau de sollicitation, ne se traduise pas par des adaptations supérieures. Donc ça me permet de creuser comment ça se fait que tu trouves ça plus facile. Ça ne devrait pas être le cas. Je te rajoute une série, tu devrais trouver ça plus difficile. Peut-être pas beaucoup plus, mais tu devrais quand même le trouver un peu plus difficile ou pareil, définitivement pas plus facile. Donc, le fait de jouer avec les paramètres d'entraînement, de jouer avec l'intensité, le volume, la densité, bien, dans cette équation-là, tous ces paramètres-là sont comptabilisés, plus la perception que la personne a de l'effort. Alors, comment cette équation-là va évoluer? Bien, c'est ce qui va nous permettre, dans le fond, de déterminer dans quelle direction on s'en va par la suite. Donc, on peut voir qu'il y a certaines personnes qui vont probablement mieux répondre à une augmentation du volume, d'autres qui vont probablement mieux répondre à une augmentation de l'intensité. Et ça peut être pour des caractéristiques psychologiques. Il y a des gens qui tolèrent mieux le volume, qui sont capables, quand on leur en demande plus, ils sont capables de fournir un effort de plus grande qualité et d'en faire plus. Il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Ils ne sont pas capables d'en faire beaucoup, mais ils ont une meilleure disposition psychologique à être très, très intense et être capable de tout donner sur une série. Alors, lorsqu'on va travailler avec une équation de ce style-là, bien, ça nous permet d'un peu d'englober tout ça et d'avoir une idée là, de ce qui se passe pour chaque personne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent, si c'est clair ou non. Donc, je sais qu'il y a un petit délai entre le temps que je vois vos questions et qu'ils apparaissent, mais n'hésitez pas à les poser là, dans les commentaires comme tel. Alors, si un peu je reviens là, avec la périodisation pour l'hypertrophie, à la base, je vous dirais, chez quelqu'un de non entraîné, je peux vous dire aujourd'hui on fait X, demain on fait Y, c'est pas tellement important. Donc à ce moment-là, on peut chercher à préparer le terrain pour la suite. Donc moi j'aime bien dans les premières semaines d'entraînement pour quelqu'un qui est nouveau, à diversifier les exercices pour qu'il y ait un apprentissage moteur, un apprentissage technique des différents exercices. Donc on va travailler sur un leg press, on va travailler sur un squat, on va travailler avec des fentes, on va travailler avec des poids libres, des élastiques. Donc je vais essayer de diversifier le plus possible pour que la personne connaisse les mouvements, soit familière avec les différents exercices, puis soit en mesure de surcharger progressivement sur ces exercices-là, puis qu'il n'y ait plus de crainte là, par rapport à, par exemple, moi j'ai peur sur le squat, c'est la première fois que j'en fais, ben si j'ai jamais fait de squat pendant mes 4 premières semaines, puis là je plafonne, puis là je veux faire du squat, bien, il va y avoir une période d'apprentissage technique, il va y avoir une période, et là je viens à perdre du temps de bonne sollicitation. Donc ça peut ralentir la progression. Donc dans les premières semaines, c'est vraiment pour moi de l'apprentissage moteur, on découvre, on apprend à pousser, donc on expérimente parce que à peu près, peu importe ce qu'on fait, il va y avoir des gains qui sont relativement intéressants. Une fois que ces 4 semaines-là sont passées, si après les 4 semaines, on était sur le point d'avoir un plateau, on peut chercher à avoir une semaine ou deux de transition où on va diversifier un petit peu le type de travail. Donc, ça peut être un passage avec du travail en mobilité, du travail en agilité, même introduire du travail en puissance. Donc,
on peut varier les choses. Habituellement, je cherche à minimiser la présence de fatigue. Donc, on fait des efforts, on fait des exercices, mais le but, c'est vraiment pas d'ouvrir la machine. Moi, j'espère qu'à la fin de cette période-là, la personne est vraiment en pleine forme, elle a récupéré, tout se passe bien, puis il n'y a pas de fatigue qui pourrait perturber un peu le début de la suite. Pour la suite, ben à ce moment-là, je vais prendre l'alignement soit d'augmenter l'intensité, soit de travailler plus sur le volume. Donc, c'est en fonction du ratio, force-masse musculaire sur différents tests ou différents exercices. Et je vais chercher à ce que ça soit différent de ce qu'on a fait dans les premières semaines. Donc, je veux que ça soit une surcharge plus importante. Que ça soit une augmentation du volume, mais je vais regarder c'était quoi notre volume total en termes de répétitions, par exemple, lors des premières 4 semaines. Une séance, ça va l'air de quoi comme volume? Et là, ce que je veux, c'est que dans une séance, je veux augmenter ce volume-là. Et c'est là qu'il y a plein d'options qui commencent. Entre autres, c'est là que ça se peut, pour des contraintes de logistique, d'horaire, je ne puisse pas augmenter le volume. Ça se peut que la personne me dise, écoute, moi j'ai 1 heure pour m'entraîner. Là, si je rajoute 1 série, 2 séries, ça dépasse, je ne peux pas. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir un peu un principe de micro-périodisation, c'est-à-dire qu'à faire des entraînements fractionnés, des splits. Donc, de vraiment arriver, puis salut Jean-Denis, on s'en reparlera la prochaine fois. Donc, on peut arriver à fractionner nos entraînements, faire communément des splits, de dire, ben là, je vais augmenter mon volume, mais par certains groupes musculaires, et je vais augmenter ma fréquence d'entraînement. Donc, comme je n'ai pas plus qu'1 heure par jour, puis avant, je m'entraînais 3 jours semaine, mais là, je peux conserver 1 heure par jour, mais là, je vais faire 4 entraînements semaine. Sauf que là, en faisant ça, il faut que je m'assure que j'augmente quand même mon volume. Parce que si je fais, exemple, tous mes groupes musculaires, lundi, mercredi, vendredi, avec un volume donné, si là je décide que, ouais, mais là finalement j'ai juste 1 heure, je vais être obligé de décider, je vais faire jambes, biceps, triceps lundi. OK? Je vais faire plus de séries là. OK? Est-ce que le fait de faire ça va faire en sorte que sur ma semaine, je vais augmenter mon volume? Parce que si c'est la seule journée que je fais mes jambes, puis avant je les faisais lundi, mercredi, vendredi, et là j'ai fait seulement lundi, puis ça va à l'autre lundi pour que je les fasse. Si je calcule le nombre de répétitions que je fais pour mes jambes, ça se peut que l'augmentation que j'ai dans une séance ne soit pas supérieure à la quantité de séries de répétitions que je peux faire à 3 fois semaine, tous les groupes musculaires. Alors ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est assez fréquent qu'on va faire un split et on se commence à diminuer le volume par groupe musculaire par semaine. Donc les séances sont plus difficiles, mais on n'a pas plus de gains. Puis comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est parce qu'on n'en fait pas plus sur la semaine. Donc, il faut s'assurer que quand on fractionne comme ça, quand on split, bien, il faut que ça se traduise par une augmentation du volume sur la semaine. Donc ça, c'est important de faire le calcul pour être sûr qu'on n'est pas dans le champ à ce niveau-là, pour évidemment pas faire un entraînement, entre guillemets, plus dur par séance, mais plus facile sur la semaine. Alors, quand on va arriver là, de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il y a, comme je disais, il y a plein d'options. On peut fractionner, on peut augmenter le nombre de séances. Mais au final, ce qu'on veut observer, c'est soit une augmentation de l'intensité. Donc, est-ce que la personne met plus lourd par répétition? Soit une augmentation de volume. Est-ce que la personne cumule plus de répétitions? Donc c'est vraiment ce qu'il faut regarder et c'est notre bilan qu'on va faire à la fin de la semaine. Et là, on peut utiliser un modèle linéaire, c'est-à-dire pas nécessairement une périodisation classique, mais un modèle linéaire dans le sens qu'on va chercher à augmenter à chaque semaine le volume ou à augmenter à chaque semaine l'intensité. De façon très linéaire, j'augmente de 2,5% l'intensité à chaque semaine, donc je vais diminuer d'à peu près 1 RM à chaque semaine. Donc, tant que c'est toléré, donc on peut réussir à le faire. Puis en suivant la sollicitation avec l'équation, à ce moment-là, on peut voir si la personne est capable d'en faire plus puis elle tolère bien. Si l'indice de perception de l'effort augmente considérablement, on va voir qu'il y a une augmentation de la sollicitation, puis ça se peut que tout d'un coup on observe une chute du niveau de sollicitation parce que la personne n'est plus en mesure de soutenir l'intensité ou le volume. Donc ça nous permet de réajuster parce que là, notre progression aurait été trop rapide, trop importante, trop vite.
Alors, c'est un petit peu ça. En tout cas, au niveau des différents, de la modélisation, de la périodisation, là, c'est relativement simple comme principe. Il faut juste englober vraiment l'impact du volume, de l'intensité, de la densité dans notre processus décisionnel de qu'est-ce qu'on fait comme entraînement. Et faut éviter de tomber dans de la technique de papier que j'appelle, c'est-à-dire, faut que tu fasses des supersets, faut que tu fasses des giant sets, faut que tu fasses du pyramidal descendant, du pyramidal ascendant. Faut que ça se traduise par une modification, soit du volume, soit de l'intensité, soit de la densité et de la sollicitation. Si ça ne change pas ça, puis on fait juste une méthode d'entraînement, ce n'est pas la méthode qui génère des gains. Ces méthodes-là, en hypertrophie, on les a souvent sorties de leur contexte, sorties de leur planification annuelle, puis on les utilise juste de façon périodique, ponctuelle. Bien, faire des super séries, ça se peut que ça soit super efficace pour l'hypertrophie, ça se peut que ça soit super contre-productif. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es plus intense si tu dois être plus intense? Donc, plus de poids par répétition. Est-ce que tu fais plus de séries, plus de répétitions? Si ton superset fait en sorte que tu es moins intense, donc tu mets moins pesant, puis tu fais moins de séries, moins de répétitions, je suis presque convaincu, j'ai une certitude quasi certaine qu'on n'arrivera pas à avoir des gains ou une progression. Donc, il faut le comptabiliser, il faut le suivre, il ne faut pas tomber dans le panneau d'utiliser une technique, une méthode, sans vraiment concevoir quel est son impact, puis qu'est-ce que ça va engendrer comme changement au niveau de la sollicitation. Puis c'est vraiment la sollicitation qui va déterminer les adaptations. Donc, c'est pas juste une question de volume, c'est pas juste une question d'intensité ou de densité. Parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites, qui ont regardé c'est quoi le volume qui est optimal pour l'hypertrophie. C'est quoi l'intensité qui est optimale pour l'hypertrophie? C'est quoi le temps de repos qui est optimal pour l'hypertrophie? Puis on a toutes des idées quand même pas pires. Puis là, tout d'un coup, il y a un papier qui sort, puis ça change complètement. On dit, non, c'est complètement l'opposé. Mais si on remarque, il n'y a aucune des publications scientifiques que j'ai lues qui traitent de l'hypertrophie et de l'entraînement de musculation qui a quantifié d'une façon ou d'une autre la sollicitation. Ils ont toutes quantifié le volume. L'intensité, des fois, c'est présenté. La densité, pas souvent là. Mais c'est comme si chaque élément est presque indépendant. Et c'est rare qu'on les relie. Donc, on va essayer de voir, est-ce que l'intensité a plus d'importance? Il y a quelques années, il y avait un papier qui disait c'est l'intensité qui a le plus d'impact sur l'hypertrophie. Donc, c'est pas vraiment le nombre de séries qui est important, c'est combien de poids tu mets par répétition. Après ça, il y a une autre étude qui dit non, ça semble être le volume, le nombre de séries. Quelques petits bémols là, sur ces avenues scientifiques-là. De un, comme je vous le disais, super difficile de vraiment quantifier l'hypertrophie. Donc, c'est possible que différentes méthodes d'entraînement stimulent différentes voies métaboliques pour stimuler l'hypertrophie et qu'ils agissent différemment chez différentes personnes. Donc, on peut avoir un programme d'entraînement qui est super bon pour générer de l'hypertrophie chez les personnes âgées parce que ça va développer tel type d'hypertrophie. Donc, ça va augmenter, par exemple, le volume du réticulum sarcoplasmique, peu importe. Puis chez le jeune adulte, cette hypertrophie-là est négligeable. Donc, on n'observera pas les mêmes adaptations. Alors, ça devient vraiment, vraiment complexe. Ça devient difficile à quantifier, à bien mesurer l'hypertrophie. Donc, il faut vraiment, vraiment travailler avec une perspective de j'augmente la quantité d'efforts ou de sollicitation et je veux amener la personne, un, à récupérer de tout ça et deux, à avoir une progression. Puis, je veux parsemer cette progression-là de différentes périodes de transition ou de remodelage. Moi, je recommande fortement de ne pas avoir plus que 8 semaines de travail non-stop en hypertrophie, de chercher vraiment à faire une transition. Là. Puis la transition, ça peut facilement aller jusqu'à 3 semaines. Ça va prendre à peu près 3, 4, 5 semaines pour qu'il y ait des changements vraiment au niveau de certaines structures du muscle qui peuvent nous faire prendre du retard dans notre progression ou nous ralentir la suite. Donc, on part d'un peu trop loin. Mais en bas de 4 semaines, les principales pertes, on va observer une diminution de la force qui peut, dans certains cas être importante, d'autres cas pratiquement négligeable.
Mais cette perte de force-là, c'est surtout au niveau du système nerveux et ça revient très vite. Donc, dans le cas de mon doc, là, on avait par la bande regardé ça, puis on avait remarqué là, après 3-4 semaines là, vraiment là, de cessation complète de l'entraînement, il y avait une perte de force qu'après 2 semaines d'entraînement, dans certains cas 3 semaines, on était revenu là, comme si on n'avait rien perdu. Donc, c'est vraiment des éléments là, à considérer et ça peut être parfois plus difficile à faire comprendre aux clients ou à l'athlète qu'on entraîne de dire dans les 3 prochaines semaines, on va faire autre chose. La personne, ce qu'elle veut, c'est gagner du muscle. Moi, je veux gagner du muscle 365 jours par année, 24 heures sur 24. Mais à un moment donné, de faire comprendre que ce remodelage-là va permettre de développer une meilleure qualité musculaire, va permettre au muscle de se réorienter et de mieux répondre à la stimulation qu'on va lui imposer et donc à progresser un petit peu plus. Alors, ça fait un petit peu le tour de ce dont je voulais parler. Je sais être certain que j'ai rien oublié. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui se disent c'était 50 minutes de perte de temps ou encore c'était 50 minutes qui m'a offert une perspective différente sur l'hypertrophie. Comme je disais, l'hypertrophie, c'est souvent une affaire de technique de papier. Là. On prend des méthodes d'entraînement, on les applique, puis dans certains cas, ça marche, dans d'autres cas, ça ne marche pas. Et on comprend rarement pourquoi. Puis quand on regarde, quand on fait les calculs des paramètres de surcharge, on se rend compte que des fois, c'est du pareil au même. Donc, tu as 2 méthodes d'entraînement complètement différentes. Le feeling est complètement différent quand tu as fait. Mais au final, ben, c'est à peu près le même niveau de sollicitation. Donc, il ne faut pas se surprendre que ça ne génère pas nécessairement des adaptations importantes. Donc, question de Marie-Ève, comment modulerais-tu la densité? Ça vaut la peine. Des fois, c'est qu'on n'a plus le choix. Donc, la densité au niveau de la fréquence des entraînements, donc le nombre d'entraînements par semaine, dans certains cas, on n'a pas le choix d'augmenter parce que par séance, on n'est pas capable de rentrer notre volume qu'on a besoin. Donc là, il faut vraiment répartir le volume, l'augmentation du volume sur la semaine. Donc, ça nous prend 1 ou 2 séances. Donc, ça, c'est presque on n'a pas le choix quand on est rendu là. Si on veut progresser, on se rend compte, on fait les calculs, puis on dit ça ne rentre plus nulle part. La seule façon, c'est de rajouter une séance d'entraînement. Donc ça, entre ce qu'on appelle la densité interséance, donc ça devient presque inévitable. Ensuite, lorsqu'on va parler, merci Alex, lorsqu'on va parler de la densité à l'intérieur d'une séance, donc les temps de repos, à ce moment-là, ça va venir directement associé au volume puis à l'intensité. Donc, si mon objectif, c'est d'augmenter le plus possible la force, moi, je suis vieux jeu là-dessus, je suis assez traditionnel, je vais chercher à avoir des repos plus longs. Donc, je veux maximiser le repos pour être sûr que la personne, à chaque série qu'elle effectue, est capable d'avoir la même charge, sinon plus. Donc, on peut essayer à chaque série de dire, bon, ben là, tu l'as fait à 100 kg, tu as fait tes 8 RM, c'était super difficile. On va augmenter la force, on va augmenter l'intensité. Avant, on était à 12 RM, on est rendu à 8. On essaie-tu 2,5, 1 kg de plus, 2,5 livres de plus, on essaie tout ça. La plupart du temps, les gens qui ont dit ça, mettons sur les jambes, on dit, rajoute-tu un 2 livres, un 3 livres, ils disent tout le temps, ouais, ça donne à rien, c'est rien. Ben, si ça donne à rien, c'est rien, on va le mettre, comme ça ne changera rien. Puis on se rend compte que, oups, puis si tu es capable d'en faire 8 encore avec un 3 livres de plus, ben tant mieux, tu as fait plus de travail. Donc, tu as augmenté, c'est numéro 1. Donc, moi, à chaque série, dans ces périodes-là, je vais maximiser le repos puis je vais chercher d'augmenter à chaque fois. Donc, on va se ramasser à avoir une densité qui est beaucoup plus faible. Le temps d'effort ne sera pas tellement long. Les séries vont être courtes. Puis le temps de repos va être beaucoup plus long. Donc, à ce moment-là, on a un ratio plus faible, on a une densité plus faible. Lorsque je vais chercher à avoir de l'hypertrophie, bien, à un moment donné, il peut y avoir un facteur limitant on peut rater, c'est l'endurance musculaire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller à faire des hautes répétitions lorsqu'on parle d'hypertrophie, mais l'endurance musculaire, ça peut devenir super intéressant parce que c'est une façon de générer des adaptations en périphérie, donc dans le muscle, et d'avoir une meilleure tolérance à la fatigue à l'intérieur du muscle. Donc parfois, on va avoir des gens qui ont une bonne force musculaire, il faut chercher à augmenter leur volume et on remarque qu'il y a une diminution assez rapide de la capacité à compléter le nombre de répétitions prescrites lorsqu'on augmente les séries.
Exemple, la personne est capable de me faire 3 séries de 6 avec très lourd. Je vais lui demander de faire une 4e série de 6, 0. Ça ne marche plus, ça tombe. Donc là, si je veux augmenter le volume, je suis mal pris. Je me dis, elle n'est pas capable. Alors, ce qui peut être intéressant là, c'est de chercher à travailler l'endurance musculaire. Donc, faire une phase où on va faire des hautes répétitions, des temps de repos très courts, donc une densité super élevée, mais une intensité relativement faible, puis un volume modéré. Donc ça, c'est des séances qui sont très difficiles, un, psychologiquement, deux, physiquement, c'est désagréable. Amusez-vous à faire un leg extension, 2 séries de 20 répétitions à 20 RM avec un 30-45 secondes de repos. C'est quelque chose qui n'est pas agréable à faire. Mais ça va générer des adaptations qui vont nous permettre de mieux tolérer la fatigue et ça peut faire en sorte qu'on va être en mesure d'augmenter un peu le volume. Donc, le passage par de l'endurance musculaire va nous permettre, par la bande, d'augmenter le nombre de séries qu'on fait à plus haute intensité. Et ça peut permettre de stimuler les adaptations en hypertrophie. Donc, je ne sais pas, Marie-Ève, si ça répond un petit peu là, sur la modulation de la densité, là, mais ça ne paraît peut-être pas quand je l'explique, mais j'essaie de le garder simple. Dans la pratique, c'est assez simple. Quand on l'explique, puis qu'on n'est peut-être pas familier avec les termes des fois ou avec les concepts, ça peut avoir l'air super complexe. Là. Mais dans la réalité, là, c'est vraiment de la base. Là, c'est des choses, c'est pas sexy. Là, c'est pas des méthodes qui vendent, puis que c'est accrocheur que tu fais un infopub ou que tu te pars un compte Instagram avec ça. Mais c'est des choses qui permettent, entre autres, d'augmenter la sollicitation de façon assez importante parce qu'on cible un peu le maillon faible. Donc, ça devient vraiment intéressant parce qu'on vient identifier pourquoi la personne n'est pas capable de progresser, puis pas gagner de la masse musculaire, mais progresser au niveau de ses capacités à soutenir une surcharge d'entraînement. Alors ça devient vraiment intéressant là, parce quand on a les chiffres, là, puis on prend le temps de regarder ça, ça nous parle vraiment beaucoup. Là. On peut vraiment voir, c'est clair, c'est un problème d'intensité. Il faut que je cherche à augmenter l'intensité chez cette personne-là. Puis après ça, on peut jouer sur la densité, on peut jouer sur le volume pour essayer de favoriser l'intensité puis augmenter la quantité de charge qui est soulevée à chaque répétition. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Je ne sais pas si c'est des choses que les gens étaient familiers. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous êtes utiles ou qui peuvent vous paraître pertinentes. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec les entraînements en hypertrophie, tant avec des femmes obèses post-ménopausées où il fallait, ça a l'air de rien, mais augmenter la masse musculaire de personnes obèses, c'est pas nécessairement facile. Ils ont déjà une très bonne masse musculaire, donc c'est assez un challenge de périodisation. Là. Donc ça peut être tough. Puis avec les athlètes de fitness, c'était la difficulté de ne pas avoir un surplus énergétique trop important, puis de maximiser les gains en masse musculaire. Donc ces calculs-là devenaient super importants. Et d'utiliser une application, entre autres pour paramétrer vos entraînements, c'est super utile. Là, je sais qu'il y en a de plus en plus d'applications disponibles en ligne. Je ne sais pas par contre si elles font les calculs. Merci Valérie. Je ne sais pas si elles font les calculs de volume, d'intensité et de densité. Moi, à l'époque, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Propulse. Donc, c'est un logiciel français qui est de périodisation pour les athlètes. J'utilisais ça, c'était phénoménal. J'ai utilisé jusqu'à il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, parce que le logiciel, c'est un logiciel de 1995. Et il ne fonctionnait plus avec la dernière version de Windows. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bâti une application dans Microsoft Access, donc une base de données, et je peux compiler toutes ces variables-là. Je peux même l'avoir par groupe musculaire, donc le niveau de sollicitation, ou en tout cas, du moins le volume, l'intensité, si je n'ai pas la perception de l'effort de la personne. Et ça m'aide beaucoup là, de travailler avec ces courbes-là. Ça parle beaucoup, ça explique beaucoup, et ça permet aussi de planifier. C'est-à-dire là, on planifie une augmentation du niveau de sollicitation via une augmentation du volume et ça permet de transmettre les informations au client, de dire voici ce qui est important. Là c'est le nombre de séries, là, le nombre de répétitions, c'est ça qu'on vise. Puis il faut que tu trouves ça tough, mais sur plus de séries. Et quand c'est l'intensité, concentre-toi sur la première série, tu donnes tout là-dessus. La deuxième, c'est du bonus. La troisième, c'est du bonus. Mais ce qui m'importe, c'est la charge que tu vas lever. Il faut vraiment que tu sois déchaîné à chaque fois. Cool! Donc, je laisse encore un petit 2 minutes si jamais il y en a qui ont des questions, des commentaires. Le podcast va être disponible en audio sur Apple, Google, Spotify et compagnie.
le temps que je le mette en ligne dans les prochains jours. Sur mon site aussi, je devrais allouer une section maintenant pour podcast, donc autant le lien vers l'audio que audio-vidéo. Je permets aux gens d'éviter de voir mon visage et d'avoir juste l'audio, quoique ma voix n'est pas nécessairement plus mélodieuse que mon visage. Mais bon, avoir le choix, donc il devrait y avoir une section là-dessus si jamais les gens sont intéressés à revoir le tout. Si vous avez des questions à la suite du podcast, vous pouvez m'écrire mso@drkin.com ou encore via mon site drkin.com. Il y a un petit onglet Messenger, vous me laissez un message à travers la page Facebook et compagnie. Je vous invite, ça serait super apprécié de partager le tout de la bonne vieille façon, c'est-à-dire d'en parler. Je trouve ça le fun quand il y a du monde, je trouve ça le fun quand on interagit. Je trouve ça super agréable en fait quand on interagit. Puis d'ailleurs, cette question-là, ce sujet-là, c'est Pierre Gallien qui était présent la semaine passée qui m'a envoyé un courriel. Il disait « Hey, ça serait intéressant que tu parles de périodisation et d'hypertrophie ». Ça tombait super bien, donc ça m'a fait super plaisir d'en parler. Alors, si jamais il y a des sujets que vous aimeriez, que ce soit n'importe quoi, métabolisme énergétique, perte de poids, hypertrophie, entraînement, name it, même si c'est quelque chose que je ne suis pas nécessairement un spécialiste, moi j'adore ça parce que je vais me plonger dans le sujet, puis je vais essayer de m'imbiber du plus possible de l'info, puis de vous présenter ça, tout en reconnaissant mes limites. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes spéciales. Alors, sur ce, je vais vous saluer. Merci de votre présence. Et à l'instant, il y a les beaux malaises version 2.0 qui commencent. Donc, ça a l'air que c'est très bon, que c'est une bonne soupape en période de pandémie. Donc, je vous invite à aller regarder ça sur TVA. Et on se parle la semaine prochaine. Bye bye.